Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à la deuxième saison du balado Autour du traducteur, premier épisode, et j'ai le privilège de recevoir François Lavallée, qui est le président fondateur de Magistrade et que j'ai la chance d'avoir comme collègue actuellement chez Acoop Edgar. Il est le directeur de la formation et de la qualité. Malheureusement, je ne l'aurai pas encore pour très longtemps parce que, François, tu prends ta retraite, hein? C'est ça, tu t'en vas vers, mais tu nous oublies pas, là. Magistrade va être encore là, tu vas être encore là. Oui, je vais prendre Super. plus une semi-retraite, disons. Je vais partir, je vais quitter Edgar pour me consacrer un petit peu plus à Magistrade et peut-être ralentir un petit peu mon rythme professionnel à l'aube de mes 60 ans. Un beau cadeau que tu te fais, effectivement. Alors, le prétexte ou le but de la rencontre aujourd'hui, c'est de parler du lancement du dernier ouvrage de François, au-delà du traducteur averti. On a tous vu, utiliser le traducteur averti, le traducteur plus qu'averti. Alors, le premier est en 2005. Il y a eu une pause d'à peu près 11 ans. Si je me rappelle bien, 2016, le C'est ça. deuxième est arrivé. Et puis là, 2023, 7 ans plus tard, peut-être qu'avec la pandémie, ça a aidé à accélérer les choses. On était plus chez nous, hein? On pouvait plus écrire. Donc, on a le privilège d'avoir ce troisième ouvrage-là qui a été lancé officiellement. François, peux-tu nous en dire un petit peu plus pour le lancement, les petits détails administratifs? En fait, le lancement officiel n'a pas encore eu lieu. Là. L'activité qu'on appelle le lancement va avoir lieu plutôt à la mi-octobre parce que l'éditeur me disait que, bon, en septembre, tout le monde est occupé et ce n'est pas un bon moment pour faire des lancements. Le livre comme tel est en vente depuis 3 jours maintenant, donc vous pouvez le commander si vous voulez tout de suite sur tous les sites de libraires. Donc, il est en vente depuis 3 jours. Le lancement comme tel, il va y en avoir trois. Il va y en avoir un à Gatineau, un à Montréal et un à Québec. Les trois vont être à la mi-octobre. Les dates vont être annoncées sur les réseaux sociaux, les comptes de réseaux sociaux de magistrats. Là, les dates ne sont pas encore confirmées, mais vous êtes tous invités, bien sûr. Alors, soit vous attendez le lancement pour acheter le livre, soit vous venez vous faire signer le livre que vous avez acheté par ailleurs au lancement. Ah, c'est une bonne idée, ça. Et puis, les endroits où ça va être, tu vas aussi, les adresses, c'est dans des librairies. Oui, ben en fait, à Montréal, ça va être dans une librairie, puis à Québec et puis à Gatineau, ça va plutôt être dans des restaurants, cafés, bars, là. C'est encore une fois, les lieux ne sont pas encore confirmés. Là. Il faut que je suis en train de faire ça D'accord, oui. avec l'éditeur. En passant, bon, l'éditeur, c'est les Presses de l'Université de Montréal. C'est le quatrième éditeur avec qui je fais affaire et c'est la première fois que j'ai une collaboration aussi étroite pour les lancements. Je tiens à le dire publiquement. Donc, l'éditeur participe vraiment activement à l'organisation des lancements, ce qui n'était pas le cas avec mes trois éditeurs précédents. Donc, je ne parle pas juste traducteur averti, mais d'autres ouvrages que j'ai publiés aussi. Donc, c'est ça. Alors, c'est dans un mois et demi, donc il n'y a pas encore d'urgence, là, mais d'ici une semaine ou deux, gros maximum, là, je vais pouvoir annoncer sur mon compte Twitter, Facebook et tout ça, là, exactement les dates et les lieux de lancement. Ben, merci beaucoup, François. Oh, Pardon? j'ai eu comme une rétroaction là, dans mon casque d'écoute. Ça a l'air d'être revenu à la normale. Euh, alors, ben, c'est ça. Alors, donc, là, le troisième mois, peux-tu nous parler ou faire peut-être un petit topo, un petit retour sur les deux premiers, puis nous dire le troisième, comment, en Oui, quoi il ben, est différent? c'est la continuation des deux premiers. Moi, je dois dire, d'abord, c'est important je dis tout le temps que quand j'ai écrit le premier, j'étais loin de me douter qu'il y aurait ce succès-là. Pour moi, j'ai écrit le premier, donc ça fait déjà 20 ans presque. Et puis, c'était juste, j'ai envie de dire quasiment je dirais pas jusqu'à dire des notes personnelles, c'est pas vrai, là, mais c'est des petits trucs que je voulais partager avec des traducteurs. Je pensais vraiment pas que ça se retrouvait un jour à l'université comme manuel, etc. Puis quand j'ai vu l'intérêt que ça suscitait, là, c'est ça qui m'a vraiment encouragé à en écrire un deuxième parce que je me suis rendu compte que j'avais encore des choses à dire. Et a Mhm. fortiori pour le troisième encore plus, là, vu que je donne des cours un peu partout avec Magistrade, le fait que les gens me demandent régulièrement est-ce qu'il y en a un autre qui s'en vient, est-ce qu'il y en a un autre qui s'en vient, ça me motive beaucoup. Cela dit, mon troisième va probablement être le dernier, parce qu'à un moment donné, je vais faire d'autres choses aussi dans la vie, même en matière d'écriture. Alors, j'ai vraiment
envisager la rédaction de celui-ci avec un œil un petit peu différent des deux premiers. Je le voyais, je n'irais pas jusqu'à dire comme un testament là, ou une somme, je n'irais pas jusque-là, mais j'ai quand même décidé de livrer là-dedans beaucoup de choses, beaucoup de mes réflexions sur la traduction, au-delà d'un simple guide de traduction sur tel ou tel terme. Donc, dans le premier, le premier, c'était 60, ça peut faire 70 articles, puis la très, très grande majorité, la quasi-totalité, c'était comment traduire tel mot, comment traduire tel mot. Il y avait deux, trois articles de fond sur la traduction des slogans, l'ordre des idées, puis l'importance, l'ordre des mots, l'importance des idées, des articles plus théoriques, je dirais. Dans le deuxième, à peu près la même chose. Et dans celui-ci, j'ai quand même beaucoup plus d'articles à développement où j'explique des choses qui sont plus proches des principes généraux de traduction. Je parle de dépersonnalisation, je parle de comment. J'ai un article qui s'appelle la simplicitation, donc un néologisme que j'ai inventé. Oui, qu'est-ce que c'est? Oui, ça veut dire quoi? Il y a le mot implicitation ou Puis implicité, simplicité, puis alors c'est simplicité. simplicité et implicitation. On le sait tous, ça fait plusieurs années, les clients nous harcèlent avec la sacro-sainte simplicité, le langage clair et simple. Moi, ça m'agace. C'est pas parce que j'aime pas la simplicité, mais c'est parce que je trouve que on nous édicte bien souvent des préceptes qui sont simplistes, justement, sur la façon de simplifier. Donc, j'ai même deux formations de magistrat sur la question. Alors, on nous dit des choses simples comme éviter les voix passives, éviter les phrases qui sont trop longues, éviter les mots trop compliqués. Bon, mais c'est toujours éviter, éviter, éviter. Alors que moi, pour moi, ma philosophie, c'est le contraire, c'est qu'il faut aller chercher tout ce que la langue française a à nous donner. Il ne faut pas retrancher puis mutiler des choses. Donc, mais la simplicité, je suis d'accord avec la simplicité. Évidemment, il faut que nos textes soient clairs. Sauf que la solution, à mon avis, passe beaucoup, beaucoup, quand on traduit de l'anglais vers le français, la solution passe par l'implicitation. Si on veut vraiment réussir à simplifier nos textes, très souvent, c'est en passant par l'implicitation qu'on peut le faire. Et je donne beaucoup d'exemples, j'ai un article assez étoffé là-dessus, et donc j'ai appelé ça la simplicitation. Bon, c'est un jeu de mots un peu facile, mais quand même, je pense qu'il est très efficace. Puis l'implicitation, c'est un procédé qu'on n'ose pas beaucoup utiliser parce qu'on a toujours peur d'être accusé de faire une omission, évidemment. Puis d'ailleurs, il faut manipuler ça avec prudence, l'implicitation. Il faut quand même être toujours très prudent et faire des jugements professionnels. Mais à mon avis, c'est la voie royale. Ça, puis la dépersonnalisation, il y a un autre article là-dessus. Ce sont les deux voies royales pour vraiment arriver à faire des textes simples et lisibles. Donc, c'est ça, j'appelle ça la simplicitation. Puis, bon, comme dans les deux premiers traducteurs avertis, il y a beaucoup, beaucoup d'exemples tirés de ma pratique. Donc, ça, je pense, c'est une des richesses de ces ouvrages-là. Effectivement. Et puis, moi, ce que je retiens aussi de tes propos, puis aussi des échanges qu'on a eus hier soir en prévision de ce soir, c'est que ton approche est fondamentalement positive et puis elle veut redonner ses lettres de noblesse au français, qui est Oui. en perte de vitesse et justement, ben, il y a cette pression-là des clients. Il y a aussi les grandes chaînes comme Netflix et autres et compagnies qu'on a accès à du contenu culturel en anglais très, très facilement. Euh, donc, je trouve que ça, c'est fantastique, ton approche. Et je ferai une petite parenthèse parce que j'ai la chance de travailler avec François encore pour 3 semaines, là. François nous fait nourrit pendant le travail, nourrit notre cerveau de traducteur à l'aide de blitz repérage à peu près 3 fois semaine, hein. Je pense que c'est ça, le Et mardi, maintenant, mercredi. là, je me paye la traite, c'est à tous les jours, cinq À tous jours les semaine. jours. Ouais. OK. À 15 minutes avec un texte écrit en français, pas de traduction, pour que, il jette ça en pâture à nous, traducteurs qui te suivons, et on essaie de voir les structures de phrases ou les mots, les termes qu'on n'utiliserait jamais parce qu'ils ne sont pas suggérés par l'anglais. Et ça, je trouve ça fantastique. Puis toujours dans un but d'allègement hein, et de simplicité. Ben, dans ce cas-ci, en fait, c'est surtout la richesse que je vise. Donc, il y a quelques personnes qui sont ici, qui ont suivi les formations de magistrade, et vous savez ce Mm. que c'est parce qu'on le fait dans chacune de mes formations. Je trouve ça tellement important que peu importe le sujet de ma formation, je passe toujours une demi-heure à faire un exercice de repérage que j'appelle, qui est exactement ce que tu viens de décrire. Donc, on regarde un texte qui a été écrit en français, tout simplement, tout bêtement, et on se pose la question, qu'est-ce qu'il y a là-dedans qu'il n'y a pas dans mes traductions? Ou quand Mhm. on est réviseur, qu'est-ce qu'il y a là-dedans qu'il n'y a pas dans les traductions que je révise? Et immanquablement, pour à peu près n'importe quel texte écrit en français, même des textes de qualité moyenne, on va trouver des mots, des façons de dire les choses, des tournures
Puis on va se dire, tiens, moi, ça fait 35 ans que je suis traducteur, puis je vais dire, tiens, j'ai jamais utilisé ça de ma vie, ce mot-là. Comment ça se fait? C'est pas normal. Et là, il y en a des dizaines, probablement des centaines de mots comme ça. C'est ce que j'appelle les mots du paradis du français. Encore une fois, là, ceux qui ont suivi mes cours de magistrat savent de quoi il est question. J'ai une appellation pour ça, les mots du paradis du français. Ce sont des mots, ils sont très nombreux. Donc, on va. Alors, ce n'est pas des mots rares, ce n'est pas des mots difficiles, ce n'est pas des mots compliqués, ce n'est pas des mots savants. C'est des mots parfaitement courants dans n'importe quel texte écrit en français, y compris quand nous-mêmes, comme traducteurs, on écrit en français. Ces mots-là vont arriver sur notre plume très naturellement. Spontanément, Mais absolument. en traduction, il n'y arrive jamais parce que l'anglais suggère toujours autre chose. Alors, par définition, tout de suite en partant, ça montre que la traduction appauvrit la langue telle qu'elle est pratiquée. Elle appauvrit la langue parce qu'il y a tout un pan de la langue française qui est pas accessible à notre cerveau actif pendant qu'on traduit. Il est Donc, le but des, occulté tout le temps par l'anglais qui nous suggère des c'est choses, ça. c'est ça. Alors, OK. bon, un exemple concret que je donne dans une de mes formations, c'est le mot concertation. C'est mon mot du paradis du français numéro un. Là. Puis l'exemple, là, je ne fais pas toute la démonstration, on n'a pas le temps ici, mais grosso modo, concertation, concertation n'existe pas en anglais. Vous allez avoir des mots comme cooperation ou collaboration. Et là, en voyant cooperation ou collaboration, vous allez traduire par coopération ou collaboration, ce qui est tout à fait normal et ce qui est correct aussi. En plus, c'est même pas mauvais. Mais le mot concertation tombe dans les cracks. Si vous voulez l'utiliser, ça prend un effort conscient parce que le mot anglais l'anglais va jamais suggérer et l'anglais va toujours vous suggérer quelque chose d'autre qui est bien commode. Mais au total, ça fait que si on faisait une analyse des corpus de textes traduits, versus un corpus de texte écrit en français sur le même sujet, je suis convaincu qu'on aurait une plus grande richesse de vocabulaire pour n'importe quel texte écrit en français que pour un texte traduit sur le même sujet. C'est remarquable, justement, les textes que tu soumets dans ces Bliss repérages-là. Souvent, c'est des petits textes administratifs, c'est des mémos, c'est des notes de service. C'est vraiment, euh, Cette semaine, on avait c'est, un inventaire de documents de la Commission de transport de Montréal, je sais plus, ça s'appelle plus l'ancienne STM. Là. C'était juste un archiviste qui avait fait un répertoire des documents. On est allé chercher une page au hasard là-dedans, une description de documents. Alors, ça aussi, on le fait parce que les traducteurs le font un petit peu de faire du repérage. On lit un roman, hmm, on lit le journal pour dire, ah, tiens, ce mot-là, c'est intéressant. On le fait tous un petit peu. Sauf que si on fait ça en lisant des romans puis des journaux, on ne va pas trouver le vocabulaire dont on a besoin quand on fait les traductions administratives. Il faut faire ça des textes administratifs qui ressemblent à ce qu'on traduit tous les jours. Donc, les exercices quotidiens que je fais chez Edgar, je prends la peine d'aller chercher des textes vraiment banals, vraiment le genre de texte qu'on ne lira pas chez soi le vendredi soir avant de se coucher. Là. Mais c'est des textes qui ressemblent à ce qu'on fait tous les jours. Donc, on va aller chercher là les mots et les tournures de phrases dont on a besoin pour notre travail à nous. Et j'imagine que ces Bliss repérages-là ont justement nourri aussi, t'ont nourri pendant que tu rédigeais ton ouvrage. Là. Tu dois avoir Oui. tu dois Ben, avoir des choses qui reviennent constamment ou des. il y a plein d'articles des trois traducteurs avertis qui viennent de ça, ou d'une variante de ça. C'est-à-dire que quand je monte des formations pour magistrat, ce que j'aime beaucoup faire, et ça pas mal la même philosophie, ce que j'aime beaucoup faire, c'est aller voir des bitextes de traduction du français vers l'anglais, ce qu'on fait jamais comme traducteur dans l'autre sens. Et c'est extrêmement instructif d'aller voir justement où est-ce que les traducteurs anglophones s'enfargent, où est-ce qu'ils sont obligés de Hmm. s'éloigner de l'anglais, c'est quoi les mots qui sont difficiles à traduire pour eux. Ce sont des mots du paradis du français tout le temps. Alors, si par exemple, pour un exemple de concertation, si je vois que le mot concertation est traduit par cooperation, par exemple, ou working together, ou peu importe, là, je vais faire le chemin inverse. Je vais dire, ah, tiens, concertation pourrait correspondre à ça en anglais. Donc, il y a plein de mots comme ça qui ont attiré mon attention en faisant ce genre d'exercice-là. Puis de là, moi, ça reste dans ma tête, puis j'essaie de les utiliser dans mes traductions. Puis je me dis, tiens, quel est le mot anglais qui va me donner l'occasion d'utiliser ce mot français-là? Il y en a 15, il peut y en avoir plein. Là. Par définition, c'est des mots qui se traduisent de plusieurs façons différentes en anglais. Donc, je garde le mot français en tête. J'essaie de le plugger dans mes traductions. Ça peut prendre des années, des fois. Et puis, ben, au Oui. fil, au fur et à mesure, ben, ça alimente ma réflexion, ça alimente mon corpus. Puis, il y a plein d'exemples. Ça va devenir des exemples dans traducteur averti, effectivement. C'est vraiment intéressant. Et aussi, tu dis que tu as, dans l'ouvrage que tu lances aujourd'hui, tu as développé un petit peu un côté, on pourrait dire, théorique. Euh, Quand tu parles des tournures impersonnelles et tout ça, Oui, est-ce que c'est oui, ça, il y a comme ce que je vois, parce que j'ai la chance là, d'avoir la table des matières, là, c'est tout par ordre alphabétique. Donc, ça reste toujours le même principe, mais on voit qu'il y oui. a c'est beaucoup plus long, certains. OK.
Oui, c'est ça, des articles là, qui sont vraiment. Je me suis permis de faire des articles plus longs où je livrais tout ce que j'avais à dire. Encore une fois, dans l'esprit de je pense qu'il n'y en aura pas de quatrième, donc je ne voulais pas regretter un jour de ne pas avoir dit quelque chose. Ça fait quand même 35 ans que je réfléchis à la traduction. Je reste un praticien, là. Je suis pas un théoricien en traduction. Je n'ai pas d'études avancées en traduction. Je suis un passionné et un praticien. Mais je suis un praticien de 35 ans qui étudie ça avec passion, puis avec intérêt, puis avec intensité depuis très longtemps. Donc, je voulais livrer le maximum de mes réflexions pour que ça serve au plus grand nombre de Il y en gens aurait possible. un fruit de tes réflexions qui m'a toujours, que j'ai découvert depuis que je suis chez Edgar. Puis je ferai un appel à tous pour savoir s'il y en a parmi vous qui ont entendu parler du poids sémantique. Il y en a, oui. C'est quoi le poids sémantique? Parce que moi, c'est François qui m'a fait découvrir ça, là. Tu poses la question à moi ou Ah non, j'appelle à tous, là. ah, Est-ce OK. qu'il y en a qui peuvent nous dire c'est quoi leur perception? Oui, Yves, as-tu une explication? Est-ce que j'ai levé la main? Non, mais ton micro, on t'a entendu tousser. Tu te Ah, rappelles T'as pas. entendu tousser, c'est le signal, Yves. Vas-y, Ça, c'est go! ça. c'est comme dans les ventes aux enchères, il faut que tu te tiennes Ouais. quoi? Ben, moi, c'est que le terme m'est familier, et le définir, je consulterai François. Mais, parce que je pense que je le sais, mais j'avoue que s'il n'y a personne qui donne la définition, ce soir à 10h30, 11h, je vais essayer de trouver une définition, mais le poids, je peux pas le définir avec des mots. OK. Mais pourquoi tu dis le mot est familier, c'est que tu l'as entendu parler ou tu Oui, l'as lu? oui, j'ai vu ça de temps en temps dans les textes un peu théoriques, là, où, Mhm. puis la dernière fois, ça fait peut-être longtemps, c'est pour ça que j'ai pas pensé à mettre des mots dessus, parce que d'habitude, je mets des mots sur ces trouvailles-là, puis Mhm. c'est trop inattendu ce soir. Oui, ben c'est ça. J'avoue que j'ai pas mis dans ma description de l'épisode, faites un petit exercice sur le poids financier avant d'arriver, mais ben, le poids sémantique, pardon. Mais c'est ça, le poids sémantique, c'est vraiment, c'est propre au français. C'est Vinet et Darbelnet qui t'ont inspiré ce concept-là, le poids sémantique. Oui, bien en fait, c'est une autre histoire parce que le poids sémantique, je l'ai observé par moi-même. Mhm. C'est un thème que j'ai inventé, là. J'ai inventé ce terme-là parce que je savais pas, j'avais pas vu ça moi, dans des ouvrages théoriques, cette notion-là, mais j'observais quand je traduisais, et surtout quand je révisais. C'est plus quand on révise qu'on le voit, quand on voit les gens qui font l'erreur de mettre l'élément important du message au début de la phrase, comme l'anglais le fait souvent. Et là, on se rend compte que c'est mieux de le mettre à la fin de la phrase. Donc, j'ai comme constaté cette chose-là. Je l'ai nommé poids sémantique parce que c'est l'élément important du message d'une phrase qui se trouve à la fin de la phrase. Plus tard, je me suis rendu compte que je n'étais pas du tout le premier ni le seul à avoir observé ça, mais quand je l'ai mis dans le premier traducteur averti, j'avais vu ça nulle part ailleurs. Mais effectivement, Vinny Darbelnet en parle, pas dans ces termes-là, mais Vinny Darbelnet dit dans la statistique comparée que en français, on amène le lecteur vers le point culminant du message à la fin de la phrase. Puis par ailleurs, par la suite, j'ai aussi entendu. Puis ça, ces choses-là, là, en passant. Alors, le poids sémantique, je décris ce que c'est dans le premier traducteur averti. Mais ça, c'est en 2006 et j'en ai tellement parlé depuis ce temps-là dans les cours de magistrat et autres. J'ai voulu l'expliquer, l'expliciter. Et au fil des ans, je me suis rendu compte que la façon dont j'expliquais dans le premier traducteur averti n'était pas si clair que ça. Quand on dit l'élément important du message, c'est pas clair pour tout le monde comment déterminer ça. En fait, Donc, c'est l'élément nouveau qu'on doit mettre à la fin. il On y a doit ça mettre le aussi, connu oui. au début, puis l'élément nouveau. C'est une autre C'est façon de le dire, oui. OK. Donc, au fil des ans, j'ai comme appris comment l'expliquer de façon plus claire. Et donc, dans le troisième traducteur averti, j'ai un autre article encore beaucoup plus développé où là, vraiment, c'est mélangé avec le passif parce que c'est très intimement lié à la question du passif, là. Donc, j'ai un article qui porte à la fois sur le passif et sur le poids sémantique. Et là, je l'explique vraiment plus de façon systématique. C'est quoi le poids sémantique, comment le reconnaître, comment le traiter, tout ça. Et même, alors, puis j'en parle dans le troisième traducteur averti aussi. Non seulement Vinny Darbena en a parlé, mais à un moment donné, j'ai assisté à une conférence d'un traducteur anglophone qui expliquait que dans les rapports annuels, au niveau du paragraphe aussi, on avait tendance en Mhm. français à mettre l'élément important d'information à la fin du Oui. paragraphe, tandis qu'en anglais, on commençait par l'important, puis on donnait les détails par la suite. Donc, j'ai trouvé ça super intéressant. Ça confirmait
intuition-là, cette constatation-là que j'avais faite. J'en parle aussi dans le troisième traducteur averti. Là, je cite ce professeur-là, puis je trouve ça super intéressant comme notion. En fait, c'est tout le jeu de où est-ce qu'on met le complément circonstanciel. Tu sais, as une phrase en anglais, puis là, tu le mets à la fin, tu le mets au début, dans le milieu, tu le laisses souiller comme en anglais. C'est un peu ça, là. C'est l'espèce de jeu avec les éléments sémantiques de la phrase. Oui, c'est Puis, ça, mais en fait, le plus important, c'est vraiment de penser à mettre bon, ce que j'appelle le poids sémantique, l'élément important de la phrase à la fin. Là, ça serait compliqué de commencer à trop rentrer dans le détail parce que ça prend des démonstrations avec des exemples écrits. Là. oui, Mais oui. puis de toute façon, soyons clairs, là, le poids sémantique, ce n'est pas une notion qui est importante dans chacune des phrases d'un texte non plus. Non. Et puis l'anglais le fait souvent aussi. L'anglais fait souvent comme le français. Là. Ça arrive souvent que l'anglais va mettre l'élément important à la fin de la phrase aussi. C'est juste qu'il le fait moins souvent qu'en français. Puis il y a des circonstances stratégiques, j'ai envie de dire, où c'est important de repérer l'idée qu'il faut vraiment en profiter pour inverser l'ordre des idées entre le français et l'anglais. Ah, Yves. Oui, vas-y, Yves. J'ai pas trouvé la petite main encore, fait que j'ai utilisé la mienne. Ça, ça m'inspire pour me rattraper un peu de pas avoir réussi à baragouiner tantôt. La notion qui m'a passé dans l'esprit en t'écoutant, François, c'est que des fois, il y a un poids syntaxique. En même temps, je vais en profiter pour te poser une question que je voulais te poser à un moment donné. À un moment donné, je me suis aperçu que j'ai une espèce de... C'est presque devenu un complexe. Au moment, par exemple, d'intervertir une phrase, changer les deux moitiés de place, il y a des fois que j'attends d'être bien certain que c'est nécessaire parce que j'ai l'impression que je dérange le réviseur parce que ça va être plus de travail pour lui. Ouais. Puis, Là, tu touches un point important. Oui. surtout ces temps-ci où le temps et les échéances sont de plus en plus serrées. Mais un peu dans cet esprit-là, c'est que j'ai pensé, j'aime ça mettre mon grain de sel, j'ai pensé, des fois, c'est un poids syntaxique. C'est-à-dire que au point de vue style, quand on choisit l'endroit où on va mettre tel terme, par exemple un adjectif par rapport au substantif, il y a des fois, moi, j'ai l'impression que c'est vraiment une question de style, pas d'autre chose. Mais Oui. par contre, il y a peut-être un poids syntaxique au sens où la lecture va être plus efficace. La Oui. Le phrase va être rythme, plus hein? Ce efficace qu'on pour le appelle le lecteur. rythme, là, Oui, c'est ça. Des c'est fois, ça. c'est ça. C'est ce que je comprends, Yves. Je parlerai peut-être pas de poids, mais oui, d'équilibre ou de rythme, tout à fait. Ah, Des fois, juste dans. Oui, il y a une question de rythme, certainement. Par exemple, on va avoir tendance dans une énumération à mettre l'élément le plus long en dernier. Ce genre de Mhm. choses-là. Des fois aussi, on va inverser le complément direct ou indirect parce que justement, il y en a un qui est plus long que l'autre ou il y a une subordonnée qui va suivre, par exemple. Bon, c'est un peu abstrait, là, sans exemple Mhm. concret, là, mais c'est des choses qui sont très réelles, effectivement. Puis ça aussi, c'est une chose que je regrette de ne pas avoir approfondi, mais quand on parle de l'ordre des mots dans une phrase, bon, le poids sémantique, c'est ce dont je parle tout le temps, mais il y a tout un aspect effectivement syntaxique dont je ne parle pas parce que ça devient beaucoup plus subtil, en fait, puis ça demanderait des exposés beaucoup plus complets et complexes. Mais des fois, oui, c'est ce qui va commander l'ordre des mots dans la phrase. Ce n'est pas uniquement l'importance des idées, c'est aussi l'agencement syntaxique. Et cela dit, c'est important de mentionner, je trouve c'est très important de dire que le français est extrêmement souple syntaxiquement, contrairement à ce qu'on pourrait croire, et même beaucoup plus souple que l'anglais. On peut faire beaucoup de choses. On peut justement inverser le complément direct et indirect. On peut mettre le complément circonstanciel au début ou à la fin. On peut séparer le sujet de son verbe, le verbe de son complément direct. On peut faire des incises. Il y a beaucoup, on peut multiplier les subordonnées sans que ça alourdisse nécessairement si c'est bien fait. On peut faire des juxtapositions, des appositions, des constructions détachées. On peut faire des phrases nominales sans verbe. Mhm. Et ça, c'est quasiment Mhm. infini. Et l'anglais n'a pas cette flexibilité-là, n'a pas cette variété syntaxique-là. C'est important qu'on se le dise parce que quand on traduit de l'anglais vers le français, on a plus souvent l'impression que que le français est limité. Et c'est important de connaître toutes ces richesses-là et ces ressources-là du français parce que ça, encore une fois, on appauvrit notre langue en traduisant. On ne va pas chercher pas donner l'exemple des phrases nominales. Il y a un article sur les phrases nominales dans le traducteur averti aussi, dans le troisième, parce que c'est super intéressant. Une phrase nominale, c'est une phrase qui n'a pas de verbe conjugué. Stylistiquement, c'est extrêmement efficace et en anglais, c'est presque inexistant. Alors, quand est-ce qu'on va en mettre dans nos traductions, nous, s'il n'y en a jamais en anglais? Il faut faire l'effort de prendre une phrase où il y a un verbe conjugué en anglais et enlever le verbe et mettre juste un bout de phrase sans verbe. Alors, si on n'est pas conscientisé au fait que le français peut le faire et que l'anglais ne peut pas le faire, on ne va jamais le faire. On va attendre que l'anglais le fasse et il ne le fait jamais. Donc, ça fait partie des choses
À un moment donné, j'avais participé à un événement qui s'appelait On traduit à Chantilly, en France. C'est des formations là, en traduction. Et j'avais intitulé ma formation le yoga syntaxique. Parce qu'effectivement, je trouve qu'avec la syntaxe, on peut prendre plein de positions en français que l'anglais ne peut pas faire. Donc, ça, c'est vraiment important de se le dire entre nous, comme traducteurs vers le français, puis de prendre conscience de ça, puis d'exploiter ces richesses-là de la langue. Aussi, chez Des Edgar, fois, moi, oh, vas-y. Non, c'est vas-y. excuse-moi, il y a des fois, vraiment, là, sincèrement, là, ça m'arrive de vouloir séduire le réviseur avec des trucs dans cet esprit-là. Je vais y plaire, puis après ça, il va me laisser tranquille jusqu'à la fin du texte. Oui, ben des fois, c'est risqué aussi. Quand on veut trop en faire, des fois, Ouais, on en pas profite trop. de mettre un mot qui est pas pertinent. Moi, des fois, les gens me mettent des mots pour me faire plaisir. S'ils connaissent mes mots du paradis du français, puis ils vont se forcer pour le Ah, mettre. Puis là, ah, ah. ça me fait le cœur encore plus de l'enlever. Je suis obligé de dire, ben là, non, c'est pas le moment. Attends la bonne occasion. Il faut rester. Ouais. Mais je comprends ce que tu veux dire, Yves, effectivement. Si tu commences par un faux sens à ta première phrase, Ah. ça éveille la méfiance du réviseur. Donc, ça part mal, ouais. Le paradis du français, ça vient de où? Alors ça, je sais pas. Alors, vous connaissez sûrement l'auteur Bernard Werber, qui est surtout connu pour sa trilogie qui s'appelle Les Fourmis. Et Bernard Werber a aussi écrit une autre trilogie qui s'appelle Les Thanatonautes. Et j'étais en train de lire Les Thanatonautes quand j'étais en train de monter mon premier cours mon premier cours de magistrat de la traduction administrative idiomatique. Et dans les Thanatonautes, c'est l'histoire d'un type qui fait des expériences scientifiques avec les expériences de mort imminente. Donc, il s'arrange pour que les gens vivent des morts imminentes. Donc, il arrête, je ne me souviens plus comment il fait ça, il arrête le cœur de battre ou je ne sais pas quoi. Et là, les gens, vous savez, ils se retrouvent dans l'espèce de corridor avec la lumière blanche au bout du tunnel. Et là, il les encourage à se rendre le plus loin possible avant de mourir pour vrai, pour voir donc d'explorer le paradis, en fait. Donc, c'est un roman à la fois de science-fiction et un peu humoristique là, dans le style de Bernard Werber. Là. Et donc, c'est ça, l'idée, c'est qu'ils explorent le paradis le plus longtemps possible avant de mourir pour vrai. Bon. Et puis, ils doivent revenir et expliquer, raconter ce qu'ils ont vu dans le paradis. Donc, c'est en lisant ça que je me suis dit, tiens, quand moi, je fais des sites de repérage, quand je regarde un texte français pour découvrir les mots dont j'ai besoin, puis auxquels je ne pense pas, puis qui font leur richesse dans la langue française, je suis en train d'explorer le paradis du français. Donc, c'est ça, c'est comme ça que l'image m'est venue. Puis, dans mon cours de magistrat, j'explique aussi, bon, plus longuement, il y a le paradis du français, puis le paradis de l'anglais aussi. L'idée, c'est que, Oui. comme je disais tantôt, c'est que quand on écrit en français, on n'a pas l'impression que la langue est limitée. C'est quand on traduit vers le français qu'on a l'impression qu'il nous manque des mots. C'est un drôle de phénomène, ça. Donc, c'est aussi, le paradis, c'est ça aussi. C'est que tant que tu restes dans ta propre langue ou à l'intérieur d'une même langue, qui n'est pas en train de te traduire, tant que tu restes dans une même langue, tu n'as pas l'impression que ta langue te limite. Tu es comme au paradis. Mais quand tu traduis puis tu passes de l'anglais vers le français, tu as l'impression tout d'un coup que ta langue d'arrivée est pleine de limitations. Là, tu es sorti du paradis. Il faut que tu aies cherché pour ça les mots du paradis du français pour te retrouver dans le paradis qui est l'aisance puis l'abondance que tu as, la même aisance et la même abondance que quand tu écris dans ta propre langue directement. Ce qui est presque impossible, là, je veux dire, en traduction, par définition, ce n'est justement pas ce qu'on fait, là, mais on essaie de s'en rapprocher le plus possible. On est hypnotisé, comme disait Vinay Darbellay, on est hypnotisé par l'anglais quand on traduit effectivement. Et puis, dans l'exercice que tu faisais aussi, qu'on peut faire sur la plateforme de formation de la Coop Edgar, je pense que tu faisais aussi avec Magistral, le Safari Photo, là. Oui. Tu présentais justement des traductions de beaucoup de choses qui étaient traduites de l'anglais vers le français, mais tu as fait aussi l'inverse pour montrer qu'est-ce que ça donne une traduction calquée sur le français en anglais. Ça fait des drôles de Oui. choses. Oui, c'est ça. Ben, alors, le Safari Photo du traducteur averti, c'est une entreprise que j'ai commencé il y a très longtemps, il y a une quinzaine d'années. Toujours la même des formations professionnelles. Quand je me promène puis que je vois des affiches, des étiquettes, des emballages, je prends des photos. Puis très souvent, il y a des enseignements pour nous comme traducteurs. Alors, chaque fois que je vois quelque chose d'affiché quelque part, je me demande est-ce que c'est écrit en français ou c'est une traduction. Alors, souvent, c'est bilingue. Alors, même affaire, quand c'est bilingue, on va se demander si c'est traduit vers le français ou vers l'anglais. Dans 90% des cas, ce n'est pas difficile de savoir dans quelle direction ça a été traduit parce que justement, les mots du paradis du français, les slogans conçus en français se reconnaissent facilement. Ils sont idiomatiques. Et on voit dans ça là que c'est l'anglais
que plus de mal à reproduire le jeu de mots, la concision, l'efficacité, peu importe. Donc, j'ai monté donc, une présentation là-dessus avec des dizaines de photos comme ça, d'affiches, d'emballages, tout ça. Puis chacune de ces photos-là nous enseigne quelque chose sur la traduction, y compris sur le poids sémantique, mais aussi sur la façon de dire les choses, sur les mots du paradis du français. Par exemple, et ça, c'est une chose dont je traite dans le premier traducteur averti, dans l'article sur les slogans, l'omniprésence du je et de la première personne en général dans les slogans est frappante en français. Il y a des je partout en français. Des mon, des ma, mon choix, ma vie, j'aime, je croque, etc. Bon. Et en anglais, on ne voit jamais des I. Le seul contre-exemple, c'est McDonald's qui avait son slogan I'm loving it. C'est le seul que j'ai vu. Sinon, en anglais, les slogans, c'est toujours de l'impératif. Faites ceci, faites cela. C'est toujours des deuxièmes personnes à l'impératif. Et alors, encore, on peut l'observer très, très, très facilement. Dès que vous voyez un je dans un slogan en français, vous savez qu'il a été conçu en français. Puis j'ai vu une fois un slogan écrit au je en français et traduit au je en anglais. Ça faisait très, très bizarre. C'était un dépliant du directeur des élections du Québec. Ça disait je pense, point, je vote, point. Je pense, je vote. Et l'anglais, c'était I think, point, I vote. Je veux dire, on comprend le sens, mais jamais, au grand jamais, quelqu'un qui aurait conçu un slogan pour le directeur des élections fédérales aurait utilisé ça. Autre exemple que je donne aussi, c'est les campagnes anti-tabac. Au Québec, c'est moi, j'écrase. Non, c'est j'arrête, j'y gagne. J'arrête, j'y gagne. Puis en anglais, c'est go smoke free. Donc, c'est un impératif. Encore un Et le impératif. go smoke free du fédéral est devenu en français vivez sans fumer. Donc, ils ne se sont pas cassés la tête. Ils ont utilisé encore une fois un impératif deuxième personne qui rend bien l'idée, mais qui n'est pas idiomatique et qui trahit le fait que c'est une traduction. Donc, dans Safari Photo, j'ai un tas d'exemples comme ça. Alors, je vous le dis, chers amis, sans doute que ça va se retrouver dans des cours de magistrat bientôt. Je n'ai pas encore eu le temps de l'enregistrer, mais tout le Là, tu vas avoir matériel plus est le prêt. temps là, dans quelques semaines. C'est Il y a ça. Marilyn qui demande s'il va y avoir une courte période de questions. Marilyn, est-ce que tu as des questions à poser à François? J'ai l'occasion aussi, ben, j'aurai pas l'occasion beaucoup parce que moi, je reviens de maternité puis François s'en va. Donc, j'aurai pas l'occasion de faire, de poser cette question-là, qui est vraiment une question de fan, en fait, là. Je veux savoir, tu sais, quand tu as écrit tes livres, tu arrives avec plein d'exemples que clairement, tu n'as pas cumulé seulement au moment où tu étais en train d'écrire le livre. C'est quoi ton système de classification? Quand tu tombes sur une phrase que tu sais qui pourrait peut-être être pertinente, c'est comment tu fais pour retrouver ces phrases-là quand tu en es à décrire un processus ou la traduction d'un mot? C'est quoi ton système de classement? Je pourrais quasiment partager mon écran puis vous montrer Ben mon oui, dossier je vais juste d'exemple. vérifier si le partage d'écran, si tu as l'autorisation. Ah, ben, je pourrais Oui, tu peux y essayer aller. ça. Tu peux y Attendez un aller. peu, je vais essayer de Oui. vous montrer ça. J'ai un dossier qui s'appelle Fiche de difficulté et d'exemple. Il y a 506, il y a 506, je vais vous le montrer. Attendez un peu. Share screen. Screen 3. Oui, on le voit bien. Vous voyez mon dossier, là? Donc, voyez-vous ici, Oui. là, ça, c'est tous des fichiers que j'ai ouverts avec des exemples. Donc, vous avez tout, là. Le mot effort, élision, emergency, en plus de, en termes de, en vertu de, encadré, ensure. Bon, ça peut continuer. Excited, français moins concret. Bon. Alors, ça, moi, ce que je fais dès que je trouve un exemple, j'ouvre un document Word comme ça, puis je conseille l'exemple. Là, vous voyez vraiment en bas, il y a 506 éléments, donc j'ai à peu près 500 fichiers comme ça, donc 500 sujets en théorie. Mais souvent, là, ce n'est pas un classement du tout logique. Là. En réalité, il y en a beaucoup qui se recoupent, puis il y a beaucoup de ces fichiers-là qui en fait un ou deux exemples seulement, parce que 2 semaines après, j'ai oublié que je l'avais appelé comme ça, puis j'en ouvre un autre avec un autre nom. Donc, ce n'est pas un système de classement infaillible, mais le truc le plus important dans tout ça, je vais départager l'écran. Où est-ce qu'il est ici? Le plus important dans tout ça, c'est de prendre la peine de prendre des exemples en note quand je les vois passer. C'est très, très facile quand on est en train de les réviser, de dire ben, je n'ai pas le temps, il faut que je passe à la phrase suivante. Il faut que je me discipline pour prendre une phrase, copier l'anglais, copier le français, copier ça dans mon fichier en question. Et quand vient le temps d'écrire un article du traducteur averti, ben, tout est là, effectivement. Mais je dis souvent, à l'interne chez Edgar, là, je conseille souvent les gens qui montent des formations à l'interne aussi. Puis le premier conseil que je leur donne, c'est ça, ramasser vos exemples à mesure que vous les voyez. Parce que si on se met à chercher les exemples au moment où on écrit l'article ou au moment où on monte la formation, c'est une perte de temps incroyable. C'est étonnamment difficile de trouver des exemples
même quand on en cherche, il faut vraiment les prendre en note à mesure qu'on les voit. Donc, comme je vous disais avec les photos tantôt, c'est super pratique. Donc, c'est comme ça que je fonctionne. C'est vraiment, puis c'est une bonne question, Marilyn, parce que c'est indispensable, parce que dans les traducteurs avertis, il y a énormément d'exemples. J'y arriverai jamais Ouais, si je c'est n'avais pas ça. cette Je me petite demandais si c'était discipline. un espèce d'Excel ou j'étais bien intriguée de ça. Puis j'ai fait erreur, là, j'avais écrit quelque chose par rapport au slogan de Via Rail, mais je suis allée voir, puis c'est Love My Way en anglais. Puis en français, je pense que c'est Ma Voix ou quelque chose comme ça. Oui. Mais ça, j'ai l'impression que c'est un phénomène récent c'est comme un phénomène cool que le gouvernement ou plein de, 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 de jeunes publicitaires se sont mis à utiliser, de parler aux jeux. J'ai l'impression qu'avant, c'était pas là, ou peut-être que je le remarquais pas parce que j'étais pas dans le domaine, mais j'ai l'impression que l'espèce de jeu, j'arrête, j'y gagne, tu sais, c'est comme bon, je sais pas si toi, t'as plus de vécu que moi. Est-ce que c'est quelque chose qui t'as l'impression qui est arrivé, puis qui est devenu un peu à la mode? J'ai jamais eu cette impression-là, mais j'avoue que je me suis jamais posé la question non plus. Je sais que parmi mes vieux exemples, là, je me souviens que j'avais à la maison, quand mes enfants étaient petits, ce qui fait vraiment long, ce qui se monte à vraiment loin, ils avaient ramené de l'école un petit aimant qu'on mettait sur le frigidaire, là, puis c'était moi, chaque jour, moi, je croque 5 fruits et 5 légumes. Là. OK. Donc, ça date d'au moins 20 ans, sinon un peu plus. Maintenant, Mhm. je ne peux pas remonter aux années 80, 90, je ne faisais pas ces observations-là. C'est possible. Mais c'est une bonne question. Par ailleurs, ce que j'ai remarqué aussi, c'est que c'est aussi fréquent en France qu'au Québec. J'ai pris des photos en France aussi de jeux, parce que la première fois que j'avais donné une conférence, c'était à l'Association des traducteurs américains. Il y avait donc beaucoup de Français. Et puis, il y a un Français qui m'a dit, mais je trouve ça un petit peu infantilisant, le jeu. Puis, j'ai l'impression qu'en France, on ne ferait pas ça. C'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Dès que je suis allé en France, j'ai pris plein de photos. C'est très utilisé. Puis de ça, sur des sites web aussi. Il y a un site web qui encourage l'entrepreneuriat du gouvernement français. Puis, ça dit quelque chose comme j'entreprends, je pense, je ne sais plus c'est quoi, là, mais c'est vraiment, les slogans sont vraiment au jeu. Là. Donc, c'est très. Puis c'est vraiment frappant. Là, maintenant, je l'ai dit, j'espère que vous allez en voir partout. C'est souvent des moi-je aussi. Puis c'est frappant de voir que ça n'existe pas en anglais. C'est ça qui est frappant. Les deux langues qui sont pourtant si proches, même au Québec, au Canada, le français est tellement influencé par l'anglais, donc c'est des langues qui se mêlent beaucoup, qui s'influencent mutuellement, bon, beaucoup plus l'anglais qui influence le français, mais il y a quand même une sorte d'étanchéité quand même qui fait que il y a des choses encore qui sont propres aux Français. Je me souviens dernièrement, en France, Macron avait lancé ça fait peut-être un an, avait lancé une campagne pour encourager les gens à réduire la consommation d'électricité. Puis c'était 3 jeux, c'était quelque chose comme je réduis, bon, je me souviens plus c'est quoi, mais c'était je, là. Fait que c'est bon, c'est vraiment omniprésent. Et là, en anglais, vous auriez systématiquement. Je me souviens quand j'avais donné ma conférence à l'ETI à Chicago, juste dans le métro, j'avais pris en note, j'étais assis dans le métro, puis j'ai pris en note toutes les affiches qu'il y avait autour de moi. C'était tous des impératifs. Ne faites pas ceci, faites cela, laissez la place à l'autre, ne bloquez pas les portes. Il y en avait 5, 6 comme ça, puis c'était systématiquement des impératifs tout le temps. Puis ça en vient agressant, je trouve, à la limite. Le jeu est beaucoup moins agressant. Alors, Mhm. ouais, ouais. Merci Merci. beaucoup. On peut peut-être passer à un autre sujet qui nous tient tous les deux à cœur, François, l'enseignement. Oui, Alors, pour toi, tu as été chargé de cours à l'université. Évidemment, tu as fondé ton école magistrale pour les traducteurs. Donc, pour toi, l'enseignement, c'est important. Puis là, quelle place ça va occuper dans ce qui s'en vient? alors là, c'est sûr que j'entre dans une nouvelle phase de ma vie qui va être une phase que je veux le plus ouverte possible pour le moment. C'est certain que je vais continuer à enseigner pour magistral. C'est sûr que je vais continuer à enseigner parce que j'aime beaucoup ça, puis ça crée des contacts, tout ça. Euh, pour ce qui est de l'université, j'ai aucune idée. Je ne sais pas encore si je vais retourner. J'ai quand même enseigné pendant 15 ans comme chargé de cours à l'Université Laval. Je ne sais pas si je vais recommencer ça. C'est quand même des grosses charges de travail aussi. Mais voilà, ça reste ouvert. Je vais me donner un bon petit 2 mois, en tout cas, à ne pas trop réfléchir à ces choses-là pour profiter au moins d'un changement de rythme là, pendant quelques semaines. Et hier, on discutait justement de l'évolution de l'enseignement parce qu'on a vu, toi et moi, quand on a fait notre bac, ben, c'était la feuille et puis le crayon. Ouais. Tranquillement, pas vite, l'informatique a pris de la place, mais encore là, il y a comme dans certaines universités, c'est encore la feuille et le crayon.
Ce qui fait que les traducteurs qui ont leur diplôme, mais ils arrivent sur le marché du travail, puis se sentent un petit peu désemparés là, devant tous les outils, la panoplie d'outils. Et puis, la question qu'on se posait, comment on peut enseigner, quand c'était la bonne vieille feuille de papier puis le crayon, ben, chacun était devant sa feuille puis qui faisait sa traduction. Maintenant, on fait quand même confiance aux gens, mais c'est plus difficile là, maintenant avec les ordinateurs. Il faut aller dans les laboratoires d'informatique des universités et tout ça. Ben, ça fait partie des choses que moi je trouvais difficiles pendant les dernières années où j'enseignais, là. C'est sûr que dans la bonne vieille méthode où chacun a sa feuille de papier, fait sa propre traduction, puis on peut comme ça évaluer ce que chacun a fait, c'est beaucoup plus simple. Sinon, si on veut que les gens fassent, puis c'est le cas maintenant, c'est standard, les gens font leurs tests maintenant sur l'ordinateur, ben, ça prend des laboratoires pour s'assurer que les gens ne trichent pas, qu'ils ne communiquent pas entre eux, qu'ils ne vont pas chercher des sources interdites, par exemple, ou tout dépendant des règles qu'on établit, là. Et donc, pour ça, ça prend des laboratoires. À l'Université Laval, c'était très compliqué parce que c'était extrêmement difficile de réserver le laboratoire pendant la semaine d'examen, si bien qu'à un moment donné, on m'a dit, ben, ça ne sert à rien, on est aussi bien de laisser les étudiants faire leurs examens chez eux, chacun chez soi. Et puis là, je me disais, mais il me semble qu'il y a un problème d'intégrité de l'examen si chacun fait l'examen chez soi puis qu'il n'y a aucun contrôle. Parce qu'au moins, dans les laboratoires, on peut voir ce que les étudiants font, on peut contrôler où ils vont, on peut monitorer les écrans, donc savoir s'ils communiquent entre eux, par exemple. Mais bon, quand ils le font chez eux, c'est impossible. Puis là, je me disais, mais à quoi ressemble ça veut dire quoi un test qu'on a réussi dans ces conditions-là? Ça me turlupinait un petit peu. Bon, en même temps, l'université n'avait pas l'air de s'en faire. Puis après tout, c'est ses diplômes, c'est pas les miens, donc j'avais pas tellement j'avais pas le choix de toute façon. Mais ça fait partie des choses qui m'agaçaient un petit peu, effectivement. Tu peux J'ai- faire j'ai- que tu rencontres, que tu fais passer des tests à des candidats éventuels, par exemple, chez Coop Gare, vous êtes, et puis là, tu vas te rendre compte que c'est pas la personne que tu as devant toi qui a fait l'examen. Là. Des fois, ça peut jouer Oui, des ben, tours. Là. même chez Edgar, avant, bon, là, on a toujours deux tests chez Edgar. Et avant, Mhm. le deuxième test était passé à l'interne, dans nos Ah oui. bureaux, dans un ordinateur qui était surveillé aussi. Bon, on a Mhm. arrêté ça avec la pandémie, là, comme on a arrêté tellement de Ouais. choses avec la pandémie. Mais bon, mais dans le cas d'un test d'admission dans un cabinet de traduction, c'est moins grave parce que quelqu'un qui triche pour entrer dans un cabinet de traduction, c'est pas très brillant, là. Il va se faire rattraper très rapidement. C'est pas comme tricher pour avoir un diplôme. Ça, c'est une autre. Je trouve que c'est quand même L'enjeu est plus différent. plausible Mhm. comme procédé, là. Mais bon, voilà. On remarque bien que voilà. Alors, ça arrive qu'on a embauché des gens chez Edgar, puis on se rend compte que le niveau n'est pas présent quand ils commencent à Mhm. travailler. Alors, est-ce que c'est parce qu'ils ont triché à l'examen ou pas? C'est pas une question que je me suis vraiment posée. On peut pas vraiment le savoir, là. Il y a des limites tout le temps, là. L'autre question dont on parlait hier soir, c'est les DeepL et compagnie qui sont de plus en plus présents là, sur le marché du Oui. travail. Qu'est-ce qu'on fait dans l'enseignement? Est-ce qu'on Ben, j'ai pas la réponse, mais n'a pas de réponse, hein? c'est une Mhm. des raisons qui me ferait hésiter à retourner enseigner aussi. Je ne sais pas comment intégrer DeepL à l'enseignement de la traduction. Moi, c'est pas comme ça que j'ai appris à traduire. Ça ressemble pas à, de toute façon, c'est pas ce qui m'intéresse dans la traduction. C'est pas de vérifier ce qu'une machine peut faire puis comment je peux l'améliorer. Moi, ce que j'aime, puis comme le font les traducteurs, je pense, c'est jouer avec les mots, jouer avec les idées, organiser des phrases, tout ça. Euh, c'est ben, c'est ça, c'est jouer avec les mots, c'est vraiment l'expression la plus Effectivement. oui, effectivement. Donc là, après ça, tu te trouves devant des étudiants qui peuvent facilement passer ton texte de 300 mots dans DeepL avant de te le remettre, en l'améliorant ou pas. Comment on traite ça comme prof, je le sais pas. Je le sais pas vraiment. Là, je sais pas. Honnêtement, ça m'embête beaucoup. Je crois que DeepL ferait des traductions qui correspondent pas mal à ce que certains étudiants réussissent à faire de toute façon. Je sais pas. Euh, Ça Oui, m'embête. peut-être un commentaire. Oh, excuse-moi, François, oui, tu l'es. Non, ben c'est ça, je me répétais, là, mais ça fait partie des questions un peu sans réponse, mais un peu embêtantes qui font que Mais dont il faut euh, parler, par exemple, c'est ça, ben, dont un il faut peu. parler, oui. En fait, je laisse ça aux profs et aux Oui. chargés de cours actuels qui ont certainement des réponses, eux, là. Euh, je sais qu'il y a des profs qui intègrent allègrement DeepL dans leur enseignement. Je suis certain que ça se fait. De toute façon, on s'en va vers là. Mhm. Mais l'important, faut que ce qu'on fait ait du sens pour nous.
Puis moi, la traduction, c'est de prendre un texte anglais, puis de le faire passer par mon cerveau, puis de le mettre en français. Alors que la profession évolue, que les techniques évoluent, j'ai rien contre, mais c'est possible que ça ne convienne plus à ce que ça correspond plus à ce que j'ai envie de faire. Ça, c'est un de mes privilèges aussi. Oui, Yves, quelque chose à Oui, rajouter? très, très rapidement, parce que c'est vraiment une grosse question. Quelque chose qui m'a frappé récemment, c'est j'ai suivi une formation du fédéral, puis à la fin, évidemment, il y avait un examen. Là, je me rends compte que c'est la contrainte de temps. Puis, compte tenu du peu de temps qu'on a, 360 mots plus répondre à 10 questions avec la source puis la justification en 2 heures, ben, tu n'as pas le choix d'utiliser des outils qui accélèrent le travail. Puis, tu n'as pas le choix de t'être exercé à ces outils-là aussi un Ouais. bon moment d'avance. Mhm. Donc, en résumé, c'est ça que je trouve important de dire là-dessus. Et Donc, moi, si si je je comprends bien, peux, c'est quasiment intégré au test dans ce que tu dis, Yves. Ben, c'est t'as 2 heures pour faire. Moi, j'ai Hmm. passé un test de 2 heures, 250 mots à l'OTIAC il y a 30 ans, puis il y avait pas 10 questions auxquelles répondre avec les sources de justification, là. Hmm. Puis, disons que je vous dirai pas le résultat de l'examen, là, mais le fédéral fait ça maintenant pour tout le monde. J'ai même envoyé, mettons, une petite lettre de bêtises. J'ai dit, c'est un test de sélection que vous faites. C'est pas une formation que vous m'avez donnée. Puis vous m'avez pas sélectionné parce que j'ai pas été assez vite. Fait que je les ai dit tel quel. Puis, je vais voir au prochain examen. et moi, j'aurais autre chose étant donné que j'ai été à la pige pendant des années, 25 ans, là, puis j'ai vu toutes ces tendances-là s'installer. Euh, donc, et la pression que ça exerce à la baisse sur les tarifs. Alors, le pigiste ou la pigiste qui veut avoir un revenu décent, ben, à un moment donné, puis respecter les délais parce il y a une pression, là. Il y a moins de plaisir parce que, comme je disais, les traducteurs, les traductrices, on a une passion pour la langue. Mais ça vient briser notre passion. Puis la cerise sur Sunday, là, c'est la post-édition. Et on est en train j'en ai fait, là, c'est de réviser une machine. Ça fait que j'aime beaucoup réviser les êtres humains, mais réviser une sortie machine, ça m'inspire pas beaucoup. Mais on est obligé parce que, encore là, les tarifs sont faits. Et paradoxalement, quand M. Barabé est venu ici autour du traducteur l'année dernière, il nous a dit qu'il y a tellement de travail, il y a pas assez de traducteurs pour faire tout le travail, mais on a une pression à la baisse sur les tarifs. Alors, je lui ai dit, mais je comprends pas, moi, dans mon économie, j'ai toujours entendu dire que quand il y a plus d'offres qu'il y a de gens qui peuvent répondre à cette offre-là, ben, ça exerce une pression à la hausse sur les salaires. Mais là, on a exactement le contraire. Alors là, ce qu'il a expliqué, c'est que, selon lui, c'est le manque de réglementation de notre profession. Alors, comme il y a des gens qui n'ont pas de diplôme, il y en a qui en ont, tout ça, c'est pas, j'ai rien contre ça, mais il y a un manque de réglementation qui fait qu'il va y avoir des gens qui vont proposer des tarifs dérisoires, puis ça va jouer contre nous. Fait que, je ne sais pas où on s'en va, mais je sais qu'il y a énormément, énormément de travail. Puis l'autre chose aussi, donc, que je voulais ajouter, François, je m'excuse, mais on en avait un petit peu parlé. Je commence à voir que aussi, moi, je donne un programme de mentorat à l'extérieur, le Pradinter. Puis pour la première fois au printemps, je me suis sentie dans le besoin de donner une formation sur 3 outils parce que je prépare les gens à intégrer le marché du travail. Donc, je leur dis, ben là, attendez-vous, là, il va falloir que vous sachiez Trados, vous familiarisez avec MemSource, vous familiarisez avec MemoQ. Mais là, le problème, c'est que les cabinets ont généralement, ils naviguent entre ces trois-là. Ils vont avoir des clients parce que les gens vont travailler sur les plateformes des clients. Donc, à mes mentorés, j'ai donné 3 mini-formations sur MemoQ, MemSource, et puis, c'est ça, puis Trados. Juste la base pour qu'ils puissent se dire qu'ils savaient comment rentrer dans le système. Puis après ça, parce que les gens, quand on fait de la pige, on nous demande d'utiliser ces outils-là, mais on ne nous donne pas de formation. Fait qu'on est dans une drôle de monde. Donc, ça fait une pression. Tout ça fait que la pression du technologique est tellement plus forte
pour arriver à faire un salaire décent, ben, on prend ces raccourcis-là, pas par plaisir nécessairement. Mhm. Ben Fait écoute, que, il y a plusieurs choses à dire sur la technologie, là. Moi, j'ai tout vu ça arriver, là. Même quand je suis ouais. arrivé sur le marché du travail, c'était les premiers traitements de texte qui arrivaient. Et je me souviens très bien d'avoir vu des vieux traducteurs de l'époque qui espéraient à tout prix prendre leur retraite avant d'être obligés de toucher à une machine de traitement de texte. On parle même avant, on était avant le PC, là, c'était vraiment les traitements de texte comme Micom, tout ça. Donc ça, j'ai vu les premiers balbutiements de la technologie en traduction. Ensuite, je vais arriver la pré-traduction, le multitrans, le JTerm, etc. Puis bon, plein d'autres outils, évidemment. J'ai toujours été très, très enthousiaste par rapport à ça. J'ai lu beaucoup, j'ai expérimenté beaucoup, j'ai utilisé beaucoup ces outils-là. Puis je n'ai jamais été contre. En fait, je trouve que c'est quand même des outils qui, en fait, ce que j'aime dire sur ces outils-là, c'est pas forcément qu'ils accélèrent notre travail, mais ils améliorent notre confort. Il y a une chose, ça c'est clair. Souvent, les vendeurs, ils vont argumenter en disant, bon, ça augmente la productivité de temps. Peut-être pas tant que ça, mais un outil comme une mémoire de traduction, c'est évident. Quand on a connu travailler sans mémoire de traduction, on se dit, wow, il y a un appareil qui va te dire, oui, quand est-ce que tu as traduit cette phrase-là il y a 3 mois et qui va te la sortir automatiquement, mais il y a un énorme confort comparativement à l'époque où on n'avait pas ça, puis il fallait aller fouiller à nos fichiers pour essayer de se souvenir où est-ce qu'on avait traduit telle chose. Donc, c'est immense. Alors, il y a pas que des inconvénients, il y a des gros, gros avantages de la technologie, c'est sûr. Par contre, il y a un paradoxe que tu viens de dénoncer, c'est que ça nous oblige à acquérir toutes sortes de compétences nouvelles qui ne sont pas des compétences linguistiques, qui ne sont pas des compétences traductionnelles et qui finissent par prendre beaucoup de place. Chez Edgar, là, bon, on embauche régulièrement des cohortes qu'on appelle, des petits groupes là, de gens qu'on embauche en même temps, puis je les encadre. On est deux, là, il y a Manu et moi, on est deux chez Edgar qui encadrons. On fait des rencontres hebdomadaires, puis on les accompagne dans leur intégration chez Edgar, autant en traduction que sur les aspects justement techniques. Puis on se rend compte que dans les premières semaines, le gros traumatisme, c'est comment maîtriser les outils, comment maîtriser Mm. tous les aspects informatiques du travail. C'est extrêmement dommage parce qu'il n'y a personne qui choisit la traduction comme métier pour se battre avec des ordinateurs. Mais il y a un drôle de paradoxe technologique qui est que puis ça, c'est pas juste en traduction, c'est dans beaucoup d'autres domaines, on nous invente des nouveaux systèmes, des nouveaux bidules informatiques et technologiques pour supposément nous simplifier la vie, alors qu'en réalité, on se rend compte qu'on est en train au contraire, de se compliquer la vie constamment. C'est beaucoup plus dur de traduire aujourd'hui avec dans la mesure où il faut connaître tous les outils, qu'à l'époque où on fait se contenter de quelques dictionnaires, un crayon puis une gomme à effacer. Maintenant, de là à dire que c'était plus facile ou plus simple dans ce temps-là, évidemment qu'il y avait des inconvénients évidents, là, mais disons que les défis ne sont pas les mêmes. Puis, il faut en être conscient, c'est vraiment important. Pour la question de la formation sur les outils techniques, moi, j'entends très souvent dire que l'université devrait en faire plus pour Mhm. montrer les outils aux étudiants. Personnellement, ce n'est pas mon avis. Je parle en tant qu'ancien chargé de cours. Je trouve que c'est peut-être pas plus logique, mais c'est au moins tout aussi logique que ce soit l'employeur qui monte ses outils au nouvel employé que l'université. Parce que l'université bon, l'université peut donner des principes généraux, expliquer c'est comme mémoire la traduction, tout ça, mais que l'université enseigne, ne peut pas enseigner à la fois comment utiliser Trados, comment utiliser Logitech, comment utiliser tous les nouveaux outils, alors que l'étudiant ne sait pas où lui, avec quoi il va travailler dans 2 ans. Puis les choses on risque d'évoluer de toute façon. Je trouve qu'il y a une perte de temps là-dedans comparativement au temps extrêmement précieux. Un bac, c'est 3 ans. C'est extrêmement court pour montrer tout ce qu'on a montré à des étudiants en termes de maîtrise de la langue, en termes de maîtrise de l'art de traduire. Surtout que le niveau n'est pas toujours très élevé au moment où ils arrivent, où ils commencent leur bac. Donc, à moins d'avoir un bac de 4 ans où la quatrième année serait peut-être un peu plus consacrée à ces sujets complémentaires-là que sont la technologie. J'y crois plus ou moins. Même si c'est une quatrième année, je pense que je la consacrerai aussi à l'étude de la langue et de la Ah traduction. oui, Là. oui, oui. Euh, Fait que chaque fois qu'on vous introduit un cours de maîtrise de technologie, vous enlevez un cours qui va parler de traduction, qui va parler de notions, que ce soit économiques, sociologiques, juridiques, là, qui vont nous aider à bien traduire. Et je trouve que c'est un coût extrêmement élevé pour un gain qui me paraît, moi, assez marginal parce que je suis pas sûr qu'il y a beaucoup de gens qui sortent de l'université, même avec un cours
mettons qu'on suit 45 heures de cours d'initiation aux outils technologiques, puis qu'ils se ramassent chez un employeur, puis qu'ils savent tout de suite comment utiliser les outils de l'employeur. Chaque employeur a ses propres outils, ses propres méthodes. Je trouve que c'est la responsabilité de l'employeur, c'est ce qu'on fait chez Edgar, puis je trouve ça normal. C'est la responsabilité de l'employeur de montrer aux nouvelles arrivées c'est quoi nos outils, comment on les utilise et tout ça. Et puis, je comprends l'idée que l'université devrait, peut-être, devrait enseigner ces choses-là. Mais je pense que, enfin, je ne crois pas qu'on peut enseigner des choses très, très utiles. Puis encore une fois, l'employeur, de toute façon, lui, il s'attend à ce que le traducteur qui arrive chez eux sache traduire. Il ne s'attend pas forcément à ce qu'il connaisse tous les outils informatiques de la boîte. Mais au moins qu'il sache traduire, oui, puis ça, c'est la job de l'université, parce qu'à à partir du moment où on est rendu sur le marché du travail, surtout dans un cabinet de traduction, ben, sauf chez Edgar, tu n'as plus le temps d'étudier. Chez Edgar, on a encore des formations, tout ça. Mais tu sais, je veux dire, normalement, là, il est trop tard, tu ne peux pas passer une demi-journée sur 200 mots là, quand tu es dans un cabinet. À l'université, tu peux le faire. Donc, c'est là que c'est le temps de passer le temps qu'il faut sur ton texte pour l'analyser, le décortiquer, faire de ton mieux, avoir un cours qui va t'expliquer où sont les difficultés, explorer tout ça, vraiment prendre le temps d'étudier la traduction. Puis une fois rendu sur le marché du travail, il est trop tard pour faire ces choses-là. Donc, la technologie, à mon avis, ça relève plus de l'employeur. Maintenant, ce que toi, tu parlais des gens qui se lancent à leur compte. Mais je pense que dans toutes les universités, je pense qu'on déconseille aux étudiants de se lancer à leur compte immédiatement en sortant de l'université. C'est une très mauvaise idée de faire ça, aussi bien pour les questions, pour des raisons de maîtrise Mais de la c'est langue la que pour les. réalité. Par exemple, Oui, j'ai mais remarqué qu'il y a beaucoup d'étudiants qui ont déposé d'études qui se lancent à leur compte, puis ça prend 3 ans avant d'être employable. C'était comme ça quand j'ai terminé mon bac. Et je remarque que c'est encore la même chose, c'est que les employeurs hésitent à investir justement dans la formation. Puis ils attendent ce 3 ans-là parce que généralement, c'est là que la personne qui a travaillé ici est là elle est récupérable, là, tu sais, que ça ne demandera pas trop d'investissement. Ça, ben, c'est un moi, phénomène que j'ai j'ai connu ça vu. dans les années 80, mais aujourd'hui, je serais curieux, je serais Ah surpris de. non, peut-être pas aujourd'hui avec la pénurie de Aujourd'hui, au personnel. contraire, Oui, c'est vrai. les Mhm. employeurs se garochent là, dans les salons de l'emploi, puis Oh, les employés, les étudiants, ceux qui ne réussissent pas à se placer, là, il y a c'est un vrai problème à que quelque ça, part, c'est là. tout à fait Oui. d'accord avec toi. Mm. Mais ça a été comme ça assez, C'était comme assez ça pendant longtemps. quelques années, oui. Oui, Mm. effectivement. Et puis l'autre chose aussi, ben, c'est la fermeture ou la mise sur pause de certains programmes de traduction aussi, comme à Ottawa, là, tout ça. C'est des choses qu'on ne voyait pas avant, là. Mhm. Il y a des choses qui se passent, en tout cas, dans le monde de l'enseignement. Et oui, le monde évolue, le monde change. Et qu'on voit que le temps passe, fait qu'on peut terminer là-dessus, à moins qu'il y ait quelqu'un qui ait dernière question, un commentaire. C'est beau pour vous. Alors, Yves, oui, ton micro. Ah, J'aurais 3 ou 4 questions. Je vais en choisir une. Je ne sais pas si je t'avais déjà demandé ça dans Twitter, François. Euh, traduire, moi, je traduis souvent to inform. Inform faire, inform something, et non pas somebody, par documenter. Puis on Oui. dirait, j'ai l'impression d'être le seul. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que ça vaut le paradis ou... Oui, ben, j'avais jamais pensé à ça moi-même. Ça parlait des contextes pour être sûr, mais oui, je trouve ça très Ouais, ouais. intéressant comme solution. Oui, oui, tout à fait. Euh, Parce que tout document, c'est pas ça. Documentation puis tout document, ce n'est pas le même sens que documenter, justement. C'est Puis ça, ça pourrait exactement. correspondre effectivement au sens de uniforme dans bien des contextes. Je trouve que c'est une bonne idée, effectivement, oui. OK. Bon, mais les autres questions, ça sera pour une prochaine fois. j'ai Je vais juste. juste faire un petit. Oh, vas-y, oui, François. Ben, sur la question de Marilyn, quand Marilyn a écrit est-ce qu'il y aura une courte période de questions, je ne peux pas m'empêcher de faire une petite parenthèse sur, encore une fois, l'implicitation. En anglais, on dirait une période de questions et de réponses. À vous marquer, c'est Oh, questions oui, and oui. answers question. Alors, Tu et le puis, mentionnes selon le traducteur encore plus averti, hein? oui, exactement, c'est ça. Et c'est un excellent exemple de situation où on peut, même on doit impliciter en français, mais c'est un Ouais. exemple que j'aime beaucoup pour illustrer le fait qu'en anglais, ils aiment beaucoup décrire tous les aspects du réel et en français, on n'en a pas besoin. Non seulement on n'a pas besoin, mais si on le fait, ça fait comique des fois. Donc ça,
l'exemple de période des questions, il est évident parce qu'on le sait, c'est comme figé dans la langue. On ne dit jamais une période des questions et réponses en français. Il n'y a personne qui va mettre ça dans une traduction. Mais le principe étant posé, on constate que l'anglais et le français ne fonctionnent pas de la même façon pour ce qui est de décrire tous les aspects du réel ou d'en laisser quelques-uns implicites. Et là, une fois que ça s'est posé, on peut l'appliquer à plein d'autres phrases où ce n'est pas forcément des formules figées. Après, il faut rester prudent, évidemment. Là, on ne peut pas tout impliciter non plus. Mais je trouve que c'est un exemple extrêmement parlant qui montre que les deux langues ne fonctionnent pas de la même façon. On a une question pour toi, François, de Sarah Martinez qui dit viendras-tu présenter la TA3 en France? Traducteur averti 3. Ah, le TA3, OK. En France, oui. Ben, si je suis invité, ça va me faire un immense plaisir d'aller faire Sarah. un tour. As-tu des contacts, Oui. Sarah? Oui. C'est bien. Alors, Sarah, c'est un rendez-vous. C'est bien. Alors, je vais terminer ici ce soir et puis on va mettre tu vas mettre sur le site de Magistrat de l'enregistrement de l'épisode de ce soir et sur la chaîne YouTube. Moi, je vais mettre sur la chaîne YouTube de Tranaiter, la page Facebook de Tranaiter. C'est ça, va j'ai être fait la ce même chose. soir. J'ai une chaîne. Demain. Oh, Sarah Tassette veut te poser une question. Oui, Sarah? Non, c'est un applaudissement, je pense, Ah, Sarah. un applaudissement, excuse. En toute humilité, c'est un applaudissement. Oui. Oui, c'est ça. Tu vas le faire demain, hein? Oui, c'est ça, les mains de côté, c'est l'applaudissement, puis la main levée, c'est le. Oui, c'était un applaudissement. Bonjour, Sarah. Merci beaucoup. C'était super intéressant. J'ai très hâte de mettre la main sur cet ouvrage. Merci, François. C'est moi qui vous remercie d'avoir été là. Alors, on se dit à la prochaine. Au revoir. Merci tout le monde de l'intérêt que vous avez porté à ce lancement, ce grand événement. Merci beaucoup. Merci à toi, François, Merci d'avoir beaucoup. Merci tout le monde. participé. Merci, François. Merci.